j'ai juste la nature. Strange Days, c'était ça le nom que je cherchais tantôt. Ah, ben oui! Là, on dévie rapidement, mais sur un truc qui m'intéresserait d'aborder avec vous. T'as encore les lunettes pour l'été, je vois? Non, j'ai encore les lunettes pour le show. J'ai quand même fait semblant d'aimer ça pendant 15 ans. Là. On ne discrimine pas, tout le monde est le bienvenu. J'ai pas ça dans ton fun fact. Non, mais Attends, mais OK. sa première soirée ou sa première journée est un épisode de podcast en oui, soi. tout là. à fait. Peut-être un jour, C'est je un vous genre raconterai spin-off, ça. là, ça Yes. serait- Neo's Learning Kung Fu! Ça y est, on sent la fin de l'été. Les terrasses se vident, les barbecues se rangent et nous, on a choisi de rentrer dans la matrice. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la guerre des podcasts. Le seul podcast où avaler la pilule rouge, c'est aussi avaler 1 heure de débat entre geeks qui refusent peut-être de vieillir. Je suis Garci, sorte de Morpheus au rabais, qui vous propose de plonger avec nous dans cet univers culte. Et comme toujours, je suis accompagné de mes 2 partenaires de crime cinéphiles. À ma gauche, Alex Bernier, l'homme qui aurait sûrement pris la pilule bleue juste pour s'assurer 8 heures de sommeil en plus. Et à ma droite, Maxime Paiement, encyclopédie vivante, persuadé d'être l'élu, mais qui finit toujours en agent Smith de nos top 3. Avant de lancer le programme, petit rappel, suivez-nous sur Instagram, la guerre des podcasts, et retrouvez-nous aussi sur YouTube. Puis surtout, nourrissez l'algorithme avant qu'il vous nourrisse. Sinon, vous allez finir, je sais pas moi, avec un sort de podcast où un gars parle des snacks qu'il préfère. En effet. Ou de la vaisselle. Ou comment ranger sa vaisselle, qui sait. Ouais. Bonjour JF, je sais que tu nous regardes, on pense à toi. Et bien sûr, aux manettes, comme toujours, en régie, Monsieur Oli, qui va s'assurer que ça ressemble à un vrai podcast et qu'il n'y ait pas de bug dans la matrice. Il nous fait paraître un peu plus professionnel. Ouais, ça, Quand même, on assure. Donc, comme d'habitude, on a un top 3, puis il se trouve que pour le thème d'aujourd'hui, The Matrix, le top 3 vient à point, et il a été suggéré par un de nos auditeurs, Philippe Patry, qui nous avait écrit sur Instagram, comme quoi ça vaut la peine de nous écrire sur Instagram, monsieur. Et il a proposé de faire un top 3 des prequels non existants, que nous aimerions voir. Et il a même donné un exemple. Je donnerais un rein, a-t-il dit, je cite, pour un prequel d'Inception. Mhm. Ouais, donc voilà, c'est cher de donner. Il donnerait de son corps pour voir un prequel. Donc, je suis bien curieux de savoir, vous, quelle partie de votre corps vous donneriez pour un prequel qui n'existe pas. Mais alors, voilà, messieurs, sortez vos manteaux de cuir, rangez vos cuillères, parce qu'on sait tous qu'il n'y a pas de cuillère. Et préparez-vous, car aujourd'hui, on s'attaque à The Matrix. Bonjour Alex. Comment vas-tu? Vraiment bien. Ouais. Très excité d'être là. Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Tu dis Ouais. c'est la fin de l'été, mais... Passé un bon été? Très bon été, mais Ouais. là, j'aime beaucoup... En vieillissant, c'est peut-être l'âge qui fait ça, mais on dirait qu'on aime ça le mois de septembre, quand ça se rafraîchit. Surtout qu'on a un été quand même assez chaud. Ouais. Puis je suis rendu que je parle comme une vieille personne. Ouais. Fait que, Par la météo. Oui, voilà. Mais j'aime ça la petite fraîcheur de septembre. Ok. Et toi, Max, comment tu vas? Je vais T'as extrêmement encore les bien. lunettes pour l'été, je vois? Non, j'ai encore les lunettes pour le show. Yes. Oh, nice. Je ok. suis l'élu. Non, t'es l'élu, ouais, c'est vrai. Pour ceux I qui am nous the écoutent one. juste en audio, Max, il y a littéralement C'est des vrai. lunettes fumées. Ouais, Ouais, c'est mon parce que personnage. maintenant, on a Et deux- on est 9 h le soir. On a des gens qui nous regardent sur YouTube et on a des gens qui nous écoutent sur des plateformes d'écoute. Donc, tout le monde, on ne discrimine pas, tout le monde est le bienvenu. Exact. Puis Voilà. je suis sûr que Max les enlèvera pas juste pour faire un statement. C'est sûr que non. Donc, aujourd'hui, messieurs, on parle de The Matrix, film de 1999, des sœurs Wachowski, qui est certainement un film majeur tout court dans On peut l'histoire dire, ouais. dans l'histoire du cinéma. Comme d'habitude, on va parler de plusieurs sujets et de thématiques, mais commençons par quelque chose de classique chez nous. Alex, The Matrix, c'est quoi pour toi?
Le Matrix, c'est le 31 mars 1999. C'est le jour de sa sortie. J'avais 2 amis très, très fans de films d'action. Comme vous savez, moi, je suis pas tant fan de films d'action, mais je suis capable d'aller en voir des bons. Quand j'ai appris que le tagline, c'est It's the new Star Wars, il y a des gens qui disaient ça de ce film-là. Ça réinvente le cinéma comme Star Wars a réinventé le cinéma en 77. J'ai décidé d'y aller un petit peu à contre-cœur avec ces 2 gars-là. Le soir de sa sortie, on était dans le Maine, aux États-Unis, parce qu'on cherchait des emplois. J'ai dans une ancienne vie, travaillé comme serveur dans des restaurants de homards dans le Maine. Et on est allé voir Hey, ça. j'ai pas ça dans ton fun fact. Non, mais Attends, mais OK. sa première soirée ou sa première journée est un épisode de podcast en oui, soi. tout là. à fait. Peut-être un jour, C'est je un vous genre raconterai spin-off, ça. là, ça Yes. serait- Et j'étais allé voir ça et je me suis dit, ça a l'air quand même cool. J'avais vu la bande-annonce, puis je suis sorti de là et j'étais sur le cul. Excusez l'expression, mais j'ai été vraiment scié. C'est peut-être l'expérience qui m'a le plus rangé dans mon banc que j'ai jamais eu au cinéma. Je suis sorti de là, j'étais figé. Donc, c'était une nouvelle façon de faire du cinéma, les effets spéciaux, le son, l'histoire, le casting, les costumes. J'ai appris à parler en langage technique de cinéma grâce à ce film-là, je pense. Mhm. Et pour toi, Max? Ben, tu sais, The Matrix, rendu en 99, j'étais vraiment à mon pic en termes de fan de cinéma qui consultait tout ce que je pouvais de littérature de cinéma avant d'aller voir un film. Je lisais facilement une demi-douzaine de critiques différentes, de critiques que je connaissais de nom avant d'aller voir le film. J'arrivais dans une salle, j'étais vraiment informé. Puis c'était la première fois où, après avoir lu des critiques dithyrambiques qui parlaient de révolution, qui parlaient d'un mélange de genres, de tous les genres que moi j'aimais dans la vie, de musique que j'écoutais dans la vie, que c'était comme un Vitamix de tout ce que j'aimais dans la vie, là, blendé juste pour moi. Je me pointe, j'écoute le film, puis c'est meilleur que ce qu'on me dit que c'était. Je veux dire, dans ma vie, j'ai pas eu souvent ce sentiment-là où je vais voir de quoi qu'on me dit que c'est un chef-d'œuvre et je vois le dit chef-d'œuvre et il est encore meilleur que le chef-d'œuvre que je m'étais imaginé. C'est ça, The Matrix, pour moi. Puis, on en parlera après ça dans le détail du film, mais moi, ça a été un film coup de poing où j'étais comme, à la fin, j'aime ce genre de film-là où je sors de la salle, même si j'étais avec un body, puis pendant 4 à 5 minutes, on se dit rien. Mm-hmm. Puis à un moment donné, au bout de 4 à 5 minutes, il y en a un qui se dit « Oh! » Ouais, exact. C'est exactement ça. Puis juste, j'ajouterais que pendant le film, je me rappelle d'avoir eu un look avec mes amis, puis on se regarde avec une face un peu sévère. Ouais. Genre, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde? Ben, moi, je me rappelle, je suis allé, je savais que c'était, j'avais lu que c'était gros, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Puis, je me rappelle même avec le générique du début, là, je me dis, ouh, il y a Seconde 1, même le logo de Warner. Le Workwear, etc. La première fois, les logos étaient altérés. Tout là. de suite, tu dis, oh, il y a un truc vraiment... Qui est devenu tendance aujourd'hui maintenant. Oui, mais donc, ça a été pour moi, je pense, c'est un de ces films qui change pour moi le cinéma. Oui, c'est comme Star Wars, comme Citizen Kane, comme d'autres films qui ont été des landmarks qui ont changé. Je trouve même que par rapport à Star Wars, la thématique est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'il y a eu une vision sur ce que est le futur. C'est au début d'Internet. Ouais. Rappelez-vous, à l'époque, c'était même pas Internet, c'était des CD-ROM. Là. Puis là, on se projette dans une science-fiction très cyber. Moi, je suis un très grand fan de cyberpunk. Donc, d'avoir la thématique de la matrice que tu peux te projeter dedans, c'était comme plein de trucs que j'avais lus ou de jeux de rôle que j'avais fait ou de bandes dessinées que je consommais, que tout à coup étaient traduits d'une manière visuellement incroyable. C'est-à-dire qu'on va en parler, mais
je suis d'accord avec vous, il y a ce côté Star Wars de innovant dans les technologies, d'essayer de filmer autrement, d'optimiser. Je suis sûr que tu vas nous faire un méga data dump après, mais le budget, si tu le considères, est ridicule pour ce type de film une première fois. C'est vraiment, pour moi, un nouveau paradigme dans la manière de faire du cinéma. Et Puis, il m'a marqué comme tel. Oui, Puis Max? je trouve ça intéressant parce qu'on va recontextualiser 1999. C'est quoi 1999? Oui, c'est absolument. l'année où ce que tout le monde sait que le prochain Star Wars va débarquer. Mais Et c'est tout sorti le la monde même année. sait- C'est sorti 2 mois avant. Exactement. Ouais. Ouais. Et tout le monde sait que George Lucas, avec Donc, son nouveau Star Phantom Wars... Menace, juste pour replacer nos Oui. auditeurs. Pardon. L'épisode 1. Ouais. Et puis, et puis, ils ont raflé tous les prix d'effets Ben, en fait, spéciaux. c'est et là tout où je ça, m'en ouais. allais, mais Ouais. c'est que on savait que Phantom Menace s'en venait. On se doutait que George Lucas, qui avait déjà promis qu'il allait amener les effets spéciaux et le cinéma à un niveau jamais atteint, qu'il allait pousser le médium plus loin. Tout le monde attend Star Wars, yet... En tout cas, moi, c'était ma réaction quand j'ai vu The Matrix. J'étais comme, oh man, il est mieux, Il est là, celui de le- bonheur. il est là, le Ouais, game changer. Je la suis game a changé complètement avant. d'accord avec vous. Et Avant. par rapport à cette époque-là aussi, c'est l'époque où il y a eu plein de films. On dirait comme il y avait un mouvement dans l'air, qu'on était dans une espèce de période de changement. Puis il y a Ouais, beaucoup 99, de c'est une année films- célèbre aussi Ouais, dans le exact. cinéma maintenant. là. Il y a beaucoup de films qui ont essayé d'un peu parler du futur, tu sais, les espèces de Landmower Man, puis Virtuosity, The Net, The Cell. Exact. Puis c'est quoi l'autre film avec... je me rappelle plus du nom. C'était comme une cassette qui te faisait oublier ta mémoire, puis tu pouvais reprendre la mémoire de quelqu'un d'autre. Là, je parle encore une fois, je suis rendu vieille personne, je me rappelle pas. Riveting podcasting. Oui, c'était carré. Non, pas celui-là, mais c'est une bonne référence d'ailleurs, mais ça c'était... non, c'était vraiment un film futuriste. Johnny Midnight? Non, ça, Ok. je l'ai même nommé. Je sais pas, je me suis... Si vous, à la maison, vous savez la ouais, bonne c'est ça. réponse, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. J'aime bien comme tu rends ça interactif, Ouais, Alex. merci, Bravo. Merci, très bien, très bien. Et la plupart de ces films-là étaient mauvais. Il y en a pas beaucoup qui réussissaient à nous faire comprendre, nous faire voir une vision du futur sci-fi qu'on aimait. Et ce film-là est arrivé, il a débarqué, puis il a comme tout chamboulé. Puis effectivement, Star Wars, que moi j'attendais avec impatience, quand je suis allé voir Matrix, quand je suis sorti, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce qui vient de se passer? » C'est comme, ça va être difficile que Star Wars soit meilleur que ça. Ouais. Puis c'était C'est pas pas meilleur. bon. Mais C'était pas bon. mais moi, j'ai quand même fait semblant d'aimer ça pendant 15 ans. Là. OK, mais ça promet pour la suite des discussions. Est-ce qu'on ne parlerait pas alors de notre top 3? Donc, on a pris le temps d'inventer des prequels qui n'existent pas, mais qu'on adorerait voir. Et on a fait un top 3 là-dessus. On a chacun illustré ça d'une manière sonore à nos manières, profitant pour certains d'entre nous des bienfaits ou malfaits des intelligences artificielles. Ben, c'est Donc, thématique, tu sais, ça va. ouais, mais c'est pas mal, oui, c'est vrai. On est dans le sujet, tu as absolument raison. Donc, Alex, c'est quoi ton numéro 3 de prequel que tu aimerais bien voir? Ben, en fait, moi, je voulais juste expliquer que j'aimais cette thématique-là aussi parce que de l'insérer dans cet épisode-là, parce que je trouvais que The Matrix est un film qui gagnerait peut-être pas aussi, à avoir un prequel qui explique la genèse de la... Il en parle dans le film de où ça vient, mais la révolution Si des seulement robots. il y avait des films d'animation qui nous les expliquaient ça. Animatrix. Ouais. Qui sont très bons. C'est ouais. ça, Ouais. mais Meilleur je veux que dire, la suite, en fait. Ouais. moi, je me dis, ça aurait été très bon en live action également. Oui. Donc, moi, mon numéro 3, c'est Ocean's 11. Parce que j'aime beaucoup ces films-là, mais en fait, les 3 choix que j'ai faits aujourd'hui, c'est des films où on arrive en plein milieu d'une histoire que clairement le lore est plus grand que l'histoire qu'on voit dans le film. Et il y a une suggestion de ce qui s'est passé dans le passé, mais pas assez pour que ça soit comme tout dit, puis dans le fond, j'ai pas besoin de le voir. Dans le cas de Ocean's 11, clairement, tous ces personnages-là, ils ont un historique, et particulièrement Danny Ocean, on dirait qu'on arrive en plein milieu de sa vie, que lui, il a comme eu 1000 vies avant. Fait que moi, je me dis, j'aimerais ça savoir comment il a commencé, Danny Ocean, puis je pense que ça serait vraiment le fun. Donc, je vous ai concocté un petit trailer audio de ce que ça pourrait donner. They say you learn more from your losses than your wins.
As a kid, I was lifting wallets, botching small jobs, stumbling more than I scored. But every mistake made me sharper. And when I finally got good, I loved it. The better I got, the bigger the jobs looked. And that's when I knew I couldn't do it alone. That's when I met Rusty. Yep, that's me. And that was the beginning of Oceans 2. Coming soon in the fantasy world of La Guerre des Podcasts. Tu l'as eu entre deux pubs de Nespresso. T'as Exact, fait comment? exact. Wow, t'es fort. George, il est bien gentil en plus. Ouais. Et Brad Pitt aussi. Ouais, Brad Pitt, il a t'as dit, son OK, sel, je te viens faire un liner. OK. Ouais. Wow. Ouais, c'est bon. Et toi, Max, tu nous proposes quoi? Alors, moi, je vais vous faire... Je l'ai pris à l'inverse, en fait. J'ai pas le talent d'Alex ou de Garcia pour concrétiser quoi que ce soit, parce que dans la vie, je suis pas un créatif. Fait que... C'est l'histoire de la vie de Max. Il se réfugie, mais Max, c'est un très bon créatif. Laisse-moi me réfugier. Ouais, vas-y. Fait que, en fait, j'ai pris des scènes de films qui, pour moi, m'ont inspiré un autre film que j'aurais aimé voir qui aurait été un prequel. Fait que le premier avec on va discuter, en fait, vous allez voir, c'est Akira, pour recouper un autre sujet auquel on a parlé très récemment. Fait que J'en profite, on a un excellent 30 minutes sur Akira que vous pouvez écouter ou regarder sur cette même chaîne. Merci Max, j'aime beaucoup comment tu fais la promotion dans la promotion. Écoute, c'est mon plaisir. La publicité, c'est mon métier. OK. Fait que, Oli, si tu veux lancer le clip. Is this Akira? Alors, pour ceux... Georges n'était pas disponible. Non, Georges n'est pas OK. Et alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ce qu'on a vu, veut pas, c'est une scène de flashback où ce que Canada est dans la tête des espèces de petits nabos là, qui ont pris trop de drogue. Puis on voit des souvenirs de leur enfance quand ils ont entré dans le labo, qu'ils les ont transformés Et éventuellement. c'est ça que tu aimerais voir? Et ce que je voudrais voir, c'est qu'est-ce qui nous a amenés jusqu'à temps que Akira pète une latte puis il rase Tokyo d'une claque. Tu sais. OK. Fait que ce que j'aime, c'est nous replonger en 1988, puis c'est tous les nouveaux enfants qui arrivent. Puis c'est ça qu'on voit dans le flashback que je trouve le fun, c'est qu'Akira est déjà là. Akira semble, puis clairement, il est déjà numéro 28, ce qui veut dire qu'il y a 27, 21, 28, numéro 1. Ça m'intéresse. Pourquoi Akira a encore tous ses cheveux? Pourquoi les autres ont perdu leurs cheveux? Puis on voit quand même Mazuru, Takashi, tout ça, tu sais. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont amené là. Puis il y aurait de quoi de fun de plonger dans les expérimentations sur des enfants. Ou ce en apparence, c'est ça, c'est inscris ton enfant. C'est un surdoué. Puis en réalité, il est disséqué, il jouait avec comme une grenouille, tu sais. Puis au final, ça finit extrêmement mal. OK. Ça serait bon, j'aimerais ça. Oui, c'est une bonne idée. Mais, tu sais quoi? Non. Je le ferais aussi en live action. Je veux pas le voir en animation. Celui-là, je pense qu'il y a 1 million de projets d'adapter Akira en live action qui ont échoué. Si j'étais pour en faire un live action, je ferais celui-là. D'accord. Interesting. Très bien. Ben moi, messieurs, il y a ma méthodologie, vu qu'on partage toutes nos méthodes. Moi, j'ai choisi des personnages, donc un peu comme toi, donc j'aimerais savoir c'est quoi qui leur est arrivé avant ce moment-là. Puis il y a un film que j'adore qui est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville de 1967, où on a Jeff Costello qui joue un tueur à gages avec un code très très strict, un code de samouraï sur l'honneur, etc. Puis moi, ça m'intéressait de savoir, mais OK, Jeff Costello, comment est-ce qu'il est devenu Costello? Donc moi, j'appellerais ça Costello. J'appellerai mon ami Nicolas Winding Refn pour le réaliser parce que je trouve que ça serait bien. Puis tant qu'il y être en jeune Jeff Costello, je verrais bien Timothée Chalamet. Parce qu'il parle français. Parce qu'il parle français. Puis comme son mentor, Vincent Cassel, je trouve que ça ferait pas mal. Puis un peu en femme fatale, Adèle
Copoulos, pardon, excusez-moi pour la mauvaise grande actrice. Maximum, on fait semblant. Ben qu'on oui. sait On de n'est qui pas tu une erreur parles. près de toute façon. Non, à soir, c'est une grande actrice française, la vie d'Adèle. Ah, ok, c'est elle, ok, pardon. Je connaissais pas Voilà. son nom de famille. Juste son prénom. Moi, je le tue, donc je m'en excuse. Et pour ça, moi, j'ai fait comme une sorte de bande-annonce. Paris a des règles. La plupart sont écrites avec du sang et je croyais les connaître. J'étais bon, rapide, un fantôme dans la ville. Puis, il y a eu ce contrat. Celui qui devait être simple, celui qui m'a tout appris. Il ne voulait pas seulement encore, il voulait mon silence. Alors, je leur ai donné un silence si total qu'il a tout dévoré à l'intérieur. Costello. Cet automne sur aux écrans de la guerre des podcasts. Mais revenons à nos matrices. Ouais. Mhm. Et passons à... Qu'est-ce qui rend The Matrix si unique? Ben, tu sais, The Matrix, c'est... Je faisais une joke de Vitamix tantôt, mais j'aime beaucoup les mix de genres. Et je crois que The Matrix, c'est le mix de genres le mieux réussi du cinéma. Tu sais, c'est l'un des meilleurs films de sci-fi ever. C'est l'un des meilleurs films d'action ever. C'est un des meilleurs films d'arts martiaux ever. C'est un des meilleurs films de cyberpunk ever. Sinon le meilleur. Assurément le meilleur. C'est aussi un... Meilleur que Mad Max pour toi? Cyberpunk? Ouais. Définitivement, parce que Mad Max n'est c'est pas c'est cyberpunk. post-apocalyptique. C'est quoi? Là. Post-apocalyptique. Ben, il y a quand même des personnages que tu pourrais qualifier de cyberpunk dans Mad Max. Regardez-moi il y a pas eu comme le ça, cyber. là. Il n'y a pas Il y a il plus est de où le technologie. cyber, il n'y a pas de techno, il Je n'y a vous pas déteste, je m'en d'ordinateur. vais. Mais c'est aussi un des meilleurs films, encore à ce jour, sur la culture du web. Puis moi, c'est ça qui m'a flabbergasté quand Oui. je l'ai réécouté pour ce podcast-là. C'est qu'à l'époque, en 99, Garcia en parlait. Le web est probablement entré dans nos vies à la plupart des gens autour de 94-95, give or take. OK? On est en 99. On est encore dans son enfance. Yet, tu regardes tout le discours dans le film, le look and feel du film, beaucoup de ses codes. Bon, oublions les interfaces, là, mais sinon, ce qu'il dit sur le web, la connexion et tout ça, je veux dire, c'est pour ça que plusieurs des aspects du film ont été repris encore à ce jour. C'est extrêmement actuel. Ce langage-là, la culture du web, qui n'est pas pareil comme le film, comme, mettons, tu sais, The Cell. Il n'y a rien dans The Cell qui s'applique réellement encore aujourd'hui avec Jennifer Lopez. Tu sais. Non. Virtuosité, la même affaire. Matrix, complètement. Mais Il y a des même- choses qui sont discutées là-dedans qui sont encore actuelles à ce jour. Puis même, je trouve, l'analyse de les machines, etc., si on regarde comment fonctionnent les algorithmes, comment les gens sont plongés finalement dans un Instagram, dans un TikTok, etc., c'est une analogie qui est incroyable et qui est quand Oui. même... En Plus 99, on ne voyait pas cette vague arriver encore. Même pas proche, ouais. On pourrait peut-être avoir une vision de qu'est-ce qui pourrait arriver. Si C'est on pas a- qu'autant de précision. Mais Là, là, ça c'est- l'a ouais, ça c'est l'a ça. vraiment ancré dans un carcan, c'est-à-dire que ta vie projetée est plus réelle que le réel. C'est ça. Ouais, ouais. C'est quand même pas rien, puis ça s'est concrétisé. L'autre chose aussi, c'est que c'est drôle parce qu'il en parle dans le film, mais disons la matrice, l'intelligence artificielle qui a créé la matrice pour les humains, elle a à un moment donné fait le calcul que l'humain était, il en parle dans le film, là, un virus qui se propage, qui détruit tout, qui est un peu un problème qui sert à rien à part que de nourrir la machine par son énergie. Tu sais. Puis encore à ce jour, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est souvent le calcul dont nous, les humains, on a tous peur. C'est pas d'être remplacé, c'est d'être vu comme est-ce qu'on est un problème à régler? Est-ce qu'un cerveau pragmatique prendrait la décision que la seule conclusion possible, c'est d'enlever l'humanité? Mais puis là, on dévie rapidement, mais c'est un truc qui m'intéresserait d'aborder avec vous parce que quand on parle d'intelligence artificielle, puis surtout en ce moment, qui c'est vraiment d'actualité, les gens, naturellement, ont une vision très Terminator, peut-être, ouais. mais très peu ce que pourrait être The Matrix, qui pour moi est 2 fois plus terrifiant, finalement, Ouais. que ce que Terminator. Mais le concept du film, comme tu expliquais, il dit que ce film-là pose beaucoup de questions. Ouais. Puis il s'aventure, il y a du courage dans les théories qui avancent. Mais celles qui avancent, à un moment donné, quand tu fais « Ah, shit! »
c'est ça, la Matrix. Les humains sont finalement juste des piles. des batteries. On dirait que tu dis, ça se pourrait-tu un monde où on en vient? Là, tu sais, la fin de, par exemple, la fin de Wall-E, vous vous souvenez, dans Wall-E, quand tous les humains sont comme gavés, puis ça, je pourrais croire qu'on s'en va là, puis je pourrais presque croire qu'on le step suivant, c'est passer la société de loisirs, c'est des batteries. C'est un concept vraiment terrifiant. C'est pour ça, peut-être que mon fils, quand il l'a vu la première fois, il a vraiment eu peur. mais c'est le world building qu'ils font autour de ces questions-là aurait pu être vraiment lourd et raté et trop complexe. Le film est comme complexe et simple à la fois à comprendre. Ouais. Puis c'est raconté de façon tellement entertainante parce qu'à travers ça, évidemment, il y a de l'action, il y a des arts martiaux, il y a des bons personnages, il y a un excellent cast. Il y a de l'évolution cinématographique, il y a de l'évolution dans les effets spéciaux qui font que j'ai jamais vu cette affaire-là que je suis en train de regarder. La première scène du film, tu sais, quand Trinity, elle se lève, puis elle fait le Big Freeze, là, tu fais comme, OK, mais fait à travers ce concept-là du futur, il y a une inventivité dans le craft qui répond bien à ce scénario-là. C'est ça qui est vraiment fascinant aussi dans ce film-là. Oui, puis là, on parle, il y a une innovation technologique, je crois, j'aime bien, c'était 2 caméras cinéma, 120 caméras photographiques pour réaliser ça. Mais tu avais ce côté technologique, tu avais l'histoire, etc. Mais en même temps, ça a vraiment eu un phénomène de mode. C'est-à-dire que les lunettes que portaient les personnages sont devenues... Le cuir. La musique. Le Nokia qui s'ouvrait en faisant... Moi, je me rappelle, je voulais un Nokia qui s'ouvre. C'était un peu au début des cellulaires, vraiment compacts. Non, c'était. Donc, c'est un spectre 360, je pense, qui a aussi marqué le début de nouveaux gros blockbusters après, comme un X-Men ou ce qui s'en est venu après, quoi. Puis c'est aussi, historiquement, c'est le DVD le plus important de l'histoire des DVD. C'est-à-dire que le DVD avait déjà été introduit dans le marché, mais The Matrix, qui avait été un succès monstre au cinéma, a été un des plus gros succès de l'histoire du second market. Le premier DVD a atteint 1 million d'exemplaires vendus. Ah ouais? OK. Moi, ça a changé la game. Toujours à la maison. Moi aussi. Je pense que je l'ai racheté. Non, je sais que je l'ai racheté en moi, c'est l'original. D'ailleurs, tu sais, un petit data dump là, sur Matrix, ça fait jamais de tort à personne. Non. L'influence numéro 1 des Wachowski pour ce film était... Neuromancer. Non. Vas-y. C'est un film d'animation, un animé. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Ils ont montré ce film-là à Warner Bros. Puis ils ont dit, c'est ça qu'on veut atteindre. Eux autres n'étaient pas convaincus. Le budget qu'ils demandaient, c'était 63 millions. Et puis, ils ont dit, on va vous passer 10 millions, puis faites-nous un genre de démo. Puis ils ont juste fait un mock-up de la scène du lobby. Oui. Et c'est ça qui les a convaincus. Ils ont dit, d'accord, vous pouvez faire le film. Une des raisons pour lesquelles le film vieillit si bien, parce que particulièrement le premier film, c'est que c'est des décors réels chaque fois que possible, du CGI uniquement quand c'est nécessaire, ce qui explique, c'est ça, donc les effets qui tiennent bien la route encore à ce jour. L'effet ce qu'ils appellent bullet time, 120 appareils photo qui vont encercler une scène, ils vont refotographier la même scène selon plein de points de vue sur un écran vert, puis après ça, ils vont enlever toutes les caméras, fait que ça va donner une espèce d'effet en continu autour du même sujet. Pour les chorégraphies de combat et arts martiaux, les Wachowski voulaient engager Yung Woo Ping, célèbre chorégraphe de Hong Kong. C'est lui qui, plus tard, va faire Crouching Tiger, Hidden Dragon, entre autres. Lui, il voulait pas le faire, mais il a demandé un cachet énorme, puis Warner Bros. A dit « d'accord ». Ils ont fait 4 mois d'entraînement. Exactement. Ça a été intense. 500 millions au box-office, 7 fois le budget initial, 4 Oscars techniques. Et le DVD qui continue à se vendre à ce jour. Ce que j'ai entendu sur un podcast sur le film, c'est qu'elles avaient aussi fait comme une bande dessinée de 600 pages qui avait servi comme pitch deck. Genre quasiment storyboard. Donc, vraiment, c'était intense. C'est-à-dire que je pense qu'elles avaient une vision extrêmement claire de ce qu'elles voulaient. Et ça a été quand même
je pense, un pari aussi pour le studio parce que ils avaient sorti un film qui était weirdo, bizarre, qui est vraiment bon. qui avait très bien marché. Bound, c'est très, très bon. Qui est un très bon film, mais qui est vraiment bon. Mais qui... Tu vas pas donner du jour au lendemain 63 millions comme ça. Avec un film d'action, on était quand même à l'époque des films d'action, c'est Stallone, Schwarzenegger, donc des gars mouse costauds. Et là, c'est Keanu Reeves qui est maigre comme un... Qui avait Point Break puis Speed déjà au moins à son actif. Parce que dans toute la liste des acteurs qui ont été considérés... Will Smith a dit non. Will Smith a dit non, puis ça, c'est pour faire Wild Wild West. Mais tu sais, il y avait Ewan McGregor, il y en avait des acteurs. Mais ce qui était fascinant avec ce film-là, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'ils ont vendu le script de The Matrix, mais ils ont pas encore obtenu le financement. Fait qu'ils ont dit, on aime le script, la Warner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un autre budget, vous quelque chose à plus petit budget, puis on dit, on a Bound. Donc, on va faire Bound. Ouais. Si vous prouvez que vous êtes capable, on va vous donner le cash. Puis on fait ça. Puis quand il était en prod, la première chose qu'ils ont tourné, en vrai, pas en démo, mais en vrai, c'était la scène de Trinity au début. Ah, OK. Oui, avec l'effet Bullet Time, c'est 360. Puis quand ils ont envoyé ça à la Warner a fait OK, c'est beau. On continue. Allez-y. Puis Alex, je vais te poser une question. Moi, je trouve la musique de Don Davis est vraiment intéressante. Surtout après, avec le mélange. Ça, je me rappelle bien, c'était Rage Against the Machine qui fait... À la fin, il y a aussi Wake Up, Propeller Heads. Ouais, c'est ça. Donc, il y très avait, techno, là. Ouais, il y avait un mélange super intéressant. T'en penses quoi, toi? Moi, en fait, le soundtrack, on dirait que moi, je l'aime, ce soundtrack-là, mais je pense qu'il est vraiment dans le temps. Il est de cette époque-là. En fait, Matrix, malgré tout, ça vieillit très bien, mais c'est tellement 1999. Alors, c'est drôle que tu dis ça. J'ai littéralement écrit dans mes notes le film le plus 1999 ever en all caps. Il y a même des scènes où, tu sais, Neo's learning Kung Fu! Tu sais, tout le monde est trop intense dans le film, mais c'est pas grave parce qu'il y a aussi Lawrence Fishburne qui vient, tu sais, Lawrence Fishburne, sa grande force dans le film, c'est que lui, il doit expliquer tout c'est lui qui fait toute l'exposition du film, mais toutes ces scènes, elles sont bonnes. Il trouve une façon de nous expliquer. C'est probablement les meilleures scènes du film. Puis ce film-là, c'est comme un bon album de musique. Souvent, je dis ça, mais c'est vrai. C'est que c'est un enchaînement de scènes. Puis à chaque fois, tu fais « Ah oui, cette scène. Ah oui, cette scène-là. » Puis des fois, c'est juste des petites scènes, tu sais, de Morpheus qui nous expliquent un peu « Sometimes in the 21st century ». Tu sais, quand il t'explique ça, puis là, tu vois sur la télé, un événement, puis là, ça glitch. Puis après ça, t'as la scène avec la femme avec la robe rouge. T'as la scène du dojo. T'as la scène de l'hélicoptère dont tu parlais tantôt. Il y a tellement de grosses scènes dans ce film-là. Ça n'arrête pas. C'est un feu roulant. C'est un bon album de musique. Puis les scènes ne se ressemblent pas. C'est juste vraiment, vraiment le fun. Puis je trouve que c'est en même temps, ça c'est très bien servi après avec la photographie de Bill Pope, qui est ce vert un peu délavé, désaturé à mort. Qui a été changé d'une version à l'autre continuellement, des fois trop vert, des fois pas assez vert. Mais qui a quand même marqué, si tu regardes des films qui viennent après, ça a marqué un style de le bluish, greenish effect. Ouais, c'est ça. Mais ça sert vraiment le film. Puis je l'ai revu ce week-end. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu pour préparer le podcast. Ça n'a pas vieilli. Quoi. Là, sur un grand écran, ça donnait vraiment bien. Puis nous qui avons fait de la pub, on a commencé à peu près à cette époque-là, mais un petit peu plus tard. Si tu regardes les pubs de ces époques-là, c'est vraiment weird parce qu'il y a beaucoup d'effets qui ressemblent à The Matrix. Des fois, tu regardes une pub pour Desjardins, puis il y a un effet Matrix dedans pour aucune raison. Ça, ou avec la musique d'Amélie Poulain. Tu sais, au moins, il y avait le verre Desjardins. Oui, c'est ça, exact. Mais si tu parlais de Lawrence Fishburne puis de l'exposition, tu sais, moi, je pense que ce film-là est un masterclass d'exposition puis de lore dumping. Puis c'est pas si facile à faire. La preuve, c'est que pour que le deuxième et le troisième, l'exposition, elle ressemble beaucoup plus à une exposition de jeux vidéo. Voici ce qui va se passer, puis là, tu t'en vas à telle quête. Alors que le premier, on t'explique des concepts super forts comme la vie n'existe pas pour vrai, t'es dans une machine et tout ça. Mais ça passe super bien en grande partie à cause des acteurs. Puis pour moi, les trois acteurs qui liftent le film, c'est sûr que, tu sais, mettons, Carrie-Anne Moss puis Keanu Reeves,
c'est pas mes performances préférées. En fait, avec le temps, j'ai appris à vraiment aimer leurs performances. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais comme, j'étais un critique, genre, T'étais comme ça, là, wow. ouais. Je trouvais qu'eux, ils rabaissaient le matériel un peu. Puis ça m'a pris des années à comprendre que non, en fait, ils étaient parfaitement castés pour faire ces rôles-là. Les trois, par contre, qui élèvent le matériel, t'as dit Lawrence Fishburne, for sure. Hugo Weaving, big time. Pour moi, c'était lui qui m'a flabbergasté dans ce film-là. Je le connaissais pas à part Queen, tu sais, Priscilla, Queen of the Desert, que j'avais déjà vu un peu avant. Puis Joe Pantoliano, qui pour moi, il littéralement mâchouillait chaque scène. Puis encore à ce jour, à cause de lui, quand je vais dans un steakhouse, puis je me coupe un morceau, puis je regarde le morceau, puis je dis... It's juicy. ça a la couleur du steak. Je sais que ça a le goût du steak. Puis, bon Dieu, qu'est-ce que je donnerais? Fait que, tu sais, moi, ça m'a vraiment... Cette scène-là m'a marqué profondément au point où je le cite dès que je vais dans un restaurant de steak, tu sais. Puis l'autre affaire aussi que j'aime de ce film-là, tu sais, on parlait d'un mix de... je parlais d'un mix de genre. Ces influences, ils sont, tu sais, on a sleeve, là, tu les vois définitivement. Tu sais, tu as parlé de Ghost in the Shell. C'est évident. Moi, j'étais déjà... Il y a Akira aussi, c'est sûr. Il y a Akira, il y a Dark City. Il y a Neuromancer. Neuromancer, ça, c'est... Moi, dans ma tête, je pensais que c'était la plus grosse influence pour le texte. Même du Alice au Pays des Merveilles. Définitivement. Il y a certainement tous les mangas et animés. On a parlé de... Bon. Puis, les films de Hong Kong aussi sont... Tu sais, Yan Wu-Ping, il venait pas de nulle part. C'est parce que c'est... mais les combats sont Hong Kong, c'est sûr. Et était fan majeur de tout ce qui sortait d'Hong Kong pour se dire, c'est lui qu'on veut pour faire ce film-là. Parce qu'ils avaient une vision très précise aussi que, OK, mettons, exposition, dump, mindfuck. Mais là, quand on fait une scène d'action, ça doit être aussi la meilleure scène d'action que tu as jamais vue. Moi, j'ai aussi un fact pour pas avoir l'air moins intelligent que vous. Mais c'est dans le même podcast que j'ai entendu ça. Vous savez, les fameux caractères qui tombent... Je sais ce que tu vas dire. Des recettes? Des recettes de sushi? Oui, c'est les recettes de sushi. Ça vient le gars qui a fait ça, il a pris un livre de recettes de sushi de sa femme, le designer, puis il a retravaillé ça. Donc, c'est des recettes de sushi. Fait qu'au Japon, il devait être comme crampé dès le frame one. Il a retravaillé... Ils ont transformé. Mais si, maintenant, tu as un bon œil puis tu parles japonais, là, c'est des recettes. Tu peux te faire un mean repas, là. Puis, moi, je pense qu'il y a une affaire que j'ai aimée aussi sur cet impact. L'impact. Je pense qu'un des plus gros impacts de ce film-là, au-delà de Bullet Time Effect puis les effets spéciaux puis tout ça, c'est aussi, je pense, le film qui a catapulté le symbolisme dans la culture populaire. C'est-à-dire que de regarder The Shining puis des films de Kubrick puis de dire pourquoi le rouge, pourquoi... Je veux dire, oui, on faisait ça quand on étudiait en cinéma, mais que Joe Blow, avec son bro, en une pause, pendant qu'ils font du snowboard, qui s'arrête pour dire... Tu connais John Blow? John Blow? Non, juste Joe Blow. Non, mais c'est tout le monde commençait à devenir... C'est mon neveu, pardon. C'est pour ça me fait rigoler. Mais si le podcast... Ce film-là aurait pu inventer le podcasting tellement que les gens parlaient du symbolisme de ces films-là. Tu comprends? C'est que tout le monde s'est mis à triper sur le symbolisme, qui n'était pas tant un thing dans la culture populaire. Oui, dans les gens de cinéma, mais pas chez le commun des cinéphiles. Même il y a des gens qui se sont trop plongés, mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Est-ce qu'on passerait au numéro 2 de notre top 3 ? Et je vais me lancer, moi. Vous savez, il devait y avoir un film coréen quand même dans ce top 3, sinon je n'ai pas l'air intelligent et spécial. Donc, un de mes films favoris, qui est Old Boy, de Park Chan-wook. Et c'est donc l'histoire... Young Boy. De Old Boy, on spoil, on est dans la guerre des podcasts. Donc, histoire courte, quelqu'un pour se venger mais fait un plan sur du très long terme pour qu'un homme couche avec sa fille sans savoir que c'est sa fille. Parce que quand il était jeune, il a fait savoir qu'il couchait avec sa sœur, cette personne qui se venge, et donc sa sœur s'est suicidée quand ça s'est su. Bref. Film à voir absolument, Old Boy, si vous ne l'avez pas vu, ça a l'air comme ça résumé en 30, mais c'est vraiment bien. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, c'est Wo Jing, le germe de la vengeance. Donc, c'est comment est-ce que Wo Jing a commencé à faire tout ce plan, voir le moment où il devient tellement
fou de rage pour faire ça. Donc, comme d'habitude, voici la bande-annonce. 시간이 약이라는 말이 있지. 어리석은 거짓말. 시간은 치료제가 아니야. 도구지. 고통을 날카롭게 형벌을 완성하기 위한. 그놈은 말 한마디로 내 모든 걸 앗아갔다. 병균처럼 퍼져나간 부주의한 속삭임. 그래서 나만의 치료법을 만들었지. 즉효성 독이 아니라 고통에 대한 길고 집요한 교육. 팟캐스트 전쟁이 선사하는 우진 올가을 여러분을 찾아옵니다. Cet automne dans Brossard. On se sent obligé d'y aller. Là. Et toi, Alex, tu nous as préparé quoi? Moi, c'est un prequel à Kill Bill. Moi, j'adore que... En fait, dans les films de Tarantino, on est souvent garoché en plein milieu d'une histoire, puis ça part, puis il s'en fout, nous explique pas vraiment... On arrive en plein milieu, puis on part de là. Mais dans ce film-là, clairement, tous les personnages principaux, les 5 personnages principaux, en fait, les 5 plus Beatrix, ont clairement un gros historique ensemble. Ouais. Ils s'aiment, ils saillissent. Ils ont vécu des affaires, ils ont fait la guerre ensemble, ils ont été sadiques ensemble, ils ont gagné ensemble. Et là, à un moment donné, elle a voulu changer de vie, puis là, c'est là que tout s'est écroulé. Mais j'aimerais ça, moi, voir cette histoire-là de Beatrix. Quand c'était des serpents. Quand c'était les comment ça s'appelle donc? Les... Seven Snakes. Whatever. Encore, mais ça, c'est aussi, si chez vous, vous voulez participer, vous êtes en forme, monsieur. Yes. On écoute la bande-annonce qui est narrée par Bill. Let me tell you the story of Beatrix Kiddo. Not the story you know, the one she doesn't want you to know. She thinks she's a good person, but actually, she's a vicious killer and always was. Since the moment she was a little girl to this day. A vicious, bloody killer. The Rise of Beatrix Kiddo. Coming soon in a fantasy world by La Guerre de Podcast. Pas la guerre de podcast. On est bientôt à Hollywood, les gars. C'est bon. Et toi, Max, tu nous as préparé quoi? Alors, pour ceux qui nous écoutent en audio, Max a encore ses lunettes fumées. Oui, rendu à la minute 41. Donc, moi, j'ai décidé de puiser dans un de mes films préférés qui s'appelle The Incredibles. Et voici la scène qui m'a inspiré le film que j'aimerais voir. This is on. That's fine. I mean, I can break through walls. I just can't. That's fine. Get this. So, Mr. Incredible, do you have a secret identity? Every superhero has a secret identity. I don't know a single one who doesn't. Who wants the pressure of being super all the time? Of course, I have a secret identity. Can you see me in this at the supermarket? Come on. I would want to go shopping as Elastigirl, you know what I mean? No matter how many times you save the world, it always manages to get back in jeopardy again. I mean, sometimes I just want it to stay saved, you know, for a little bit. I feel like the maid. I just cleaned up this mess. Can we keep it clean for 10 minutes? You get to that. Puis, tu sais, ce film-là commence avec un cold open, avec des entrevues dans le temps, tu sais, avec un traitement sur la fausse pellicule et tout ça. Puis, après avoir vu ces scènes-là, j'ai envie de passer 2 heures à cette époque-là avec ces gens-là quand ils sont jeunes, avant qu'ils soient une famille et tout ça. Puis, tu sais, avec tous les autres super qui se font éliminer dans le film, c'était qui ces gens-là? Puis, ce que je trouve le fun surtout des films de Brad Bird, c'est surtout, là, tu sais, aujourd'hui, les super-héros, on en a vu un peu un autre, puis ça fait comme 15 ans que le genre est dominant, mais c'était une des premières déconstructions du genre. Puis je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à dire sur les tropes de super-héros. Puis pour moi, si on faisait un prequel, ça serait comment rentrer dans les clichés des super-héros des années 50, 60, 70, 80 max, là. Puis comment on attaque puis on déconstruit les vieux clichés du genre, tu sais. Parce que en ce moment, tu sais, les déconstructions, c'est très postmoderne. Là, ça serait une déconstruction, mais vraiment de vieux clichés de super-héros. Fait que, J'aime ça. Moi, j'aime ça. Et donc,
Messieurs, après le chef-d'œuvre de 1999, je pense qu'il faut parler du moment où les Wachowski ont décidé de nous inviter sur Zion avec une orgie géante et un architecte qui parle un peu comme une notice Ikea. Les films d'après, c'est moins glorieux. Moi, j'ai commencé, je me suis dit, je vais être un bon élève, je vais les regarder pour... Toute la gang. Pour toute la gang. Sauf les J'ai commencé Animatrix. à le regarder avec mon fils, puis on a arrêté. Ah oui? Je me rappelle à l'époque, j'avais pas trouvé ça si pire, mais j'ai comme eu l'impression et le sentiment profond que le premier film raconte tout ce qui est à raconter. Après ça, ça devient comment extrapoler encore plus sur les concepts du premier film. Ça rend ça plus compliqué. Les scènes de bataille s'enfilent, mais le flow est moins bon. Je les aime pas, ces films-là, puis je les reverrai pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que il y a plein de scènes vraiment bien faites, puis il y a plein de bonnes performances quand même, mais j'en ai assez. J'ai comme Matrix 1, c'est un one-off pour moi, puis après ça, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Tu as 100% raison. Puis autant où c'est vrai qu'il y a des super scènes incroyables. Dans la mais moto, là. Ouais, puis ce qu'on appelle le highway chase et tout ça. Le lore n'est pas intéressant. En fait, moi, The Matrix Reloaded il m'a appris une leçon fondamentale en scénarisation que j'ai appelé ce que j'appelle le principe ou la théorie de Zion. C'est-à-dire que quand tu me parles de Zion, je m'imagine Zion. Quand tu me montres Zion, ma réaction risque d'être c'est juste ça, Zion. Ouais, c'est le même principe que, tu sais, on a souvent parlé de genre des prequels Star Wars. Un des problèmes des prequels Star Wars, c'est que peut-être que c'était meilleur si je me l'imaginais, tu sais. Puis tu as raison là-dessus, parce que je pense un des grands succès de The Matrix, comme tu as dit tantôt, c'est de mettre un univers qui est extrêmement complexe, de bien le mettre en place, suffisamment en dire pour que tu comprennes, mais pas trop en dire pour que tu sois intégré, que tu fasses travailler ton imagination. Et moi, j'ai l'impression que les deux suivants, en tout cas, ont voulu expliquer des choses que personne ne demandait à expliquer. Exact. Voilà. Puis Neo aussi, quand même, le premier film fini, He's the One, il s'envole. Il peut réécrire la matrice on the Puis, fly. Ouais, puis là, après ça, soudainement, dans le deuxième film, c'est plus nuancé, c'est pas tout à fait ça. Puis là, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, He's the One, Love saves the world, tout le monde est content. Tu finis avec Wake Up. Tu as marqué ton point. Exact. Comme réveil, bonhomme, tu sais, laisse-toi pas manipuler, right? Le message est parfait. Il est parfait, puis en fait, il est coup de poing. Alors que, soudainement, si tu me montres la suite, la tête s'est tassée, puis le poing a passé dans le beurre, tu sais. Puis moi, il y a une affaire que en même temps, maintenant que j'ai compris des années plus tard, c'est que j'avais vu en entrevue où ce que les sœurs Wachowski avaient dit que dans le premier film, ils avaient mis, quand ils ont eu le go, là, ils se disent, on va tout mettre nos idées dedans. Ouais, c'est ça. Tout Mais ce ça qu'on n'a paraît. jamais imaginé, tous les plans qu'on a imaginés, toutes les scènes d'action qu'on a imaginées, tous les concepts qu'on a imaginés, on met tout. C'est our one shot, on l'a, puis tu sais, ben, une fois que tu as tout mis ce que tu avais, puis tu as vidé ton carnet d'idées, ça se peut que tu rushes après ça à dire, OK, maintenant que j'ai tout dit, what's next? Tu sais. Ceci dit, j'aime pas du tout les idées. Moi, je vais dire, OK, je vais être on the record que j'apprécie quand même les suites. Je les trouve frustrantes souvent. Il y a des moments que j'aime beaucoup. Il y a des moments qui m'ont marqué et que j'aime revoir. Et ils ont le mérite d'avoir quand même essayé. Là. Oui, ils ont essayé quelque chose. Vraiment puis fort. Ils étaient en contrôle de leur œuvre. Puis ça aussi, je respecte ça. Je trouve que l'exécution est meilleure que j'ai envie de dire, l'exécution technique est meilleure que le scénario. Matrix Resurrections. Vous l'avez vu? J'ai vu. Non, tu l'as pas vu? J'ai arrêté au bout de 10 minutes. Pourquoi? Okay. Juste savoir avant que... Ouais. Parce que non, ça m'a... Je me demandais qu'est-ce que je regardais. Juste avant que tu te lances, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sorti en 2019, il a un peu passé sous le radar, très étonnamment. Il y a plein de gens qui l'ont... Moi, je l'ai vu cette semaine pour la première fois. Il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que c'était une commande, une obligation que les sœurs Wachowski ne voulaient pas faire. Puis si elles ne le faisaient pas, quelqu'un d'autre le faisait.
Donc Lana Wachowski Lana a steppé in, ouais. Steppé in, elle l'a fait. Donc beaucoup m'ont dit que c'est comme un pied de nez de fuck you. Ben oui, c'est puis ça. je vais Puis faire dans le ce que je scénario, fais. c'est super méta. Puis là. l'autre truc, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont essayé de faire avec Dune et que Villeneuve a refusé, c'est qu'ils l'ont sorti en même temps sur HBO Max. C'est sorti en salle et sur HBO Max en même temps. Donc la promotion, tout était beaucoup moins fort. OK, c'est ça. Puis aussi le look du film. Le look du film est épouvantable. C'est ça qui m'a arrêté au bout. Ultra haute définition. Ça a l'air cheap, puis les scènes d'action sont vraiment cheap. Puis la première scène, c'est celle sur l'autoroute avec un camion ou je sais plus quoi. La première scène, ils ont refait l'intro du premier film. C'est ça, ouais. Mais tu vois, moi, c'est là où je m'en allais justement, c'est que je trouve le propos du quatrième film vraiment, 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 vraiment intéressant. Je trouve que l'exécution fait souvent défaut. Tu parlais des scènes d'action, puis on dirait qu'elle a quasiment fait par exprès, Lana, pour pas prendre Yen Wu-Ping. Ben, clairement, il n'aurait pas voulu, mais elle aurait pu caler une faveur au gars de John Wick s'il fallait, ou n'importe quoi. Il y avait du monde qui aurait pu leur faire des incroyables scènes d'action. On dirait que c'est quasiment elle a refusé de nous donner ce qu'on voulait. Je pense même que c'était vraiment son intention. Je pense que dans certains cas, ça dessert le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'es pour me faire une scène d'action dans The Matrix, fais-moi-en une écœurante, mais s'il peut y avoir des combats main nue, il faut que ça soit malade mental. Fait que souvent, je trouve que les thèmes abordés sont vraiment, vraiment intéressants sur c'est quoi, comment prendre un objet de culte puis le déconstruire, comment... C'est ça, il y a un gros méta-propos. Il y a un méta-propos absolu. Il parle de faire la suite de quelque chose qui a vraiment bien marché. Oui. Même que lui, Neo, qui est redevenu Thomas Anderson, travaille dans une industrie de jeux vidéo. Exactement. Puis il a fait, lui, des jeux vidéo basés sur The Matrix. Au début, tu étais un peu confus quand tu regardes le film. Là. Puis, l'exécution, souvent, a fait défaut, mais je le trouve vraiment intéressant, le film. On dirait que j'aime penser au film, j'aime juste pas le regarder. Mais j'aime réfléchir au film. Juste te dire qu'à un moment donné, je suis sur mon couch, par contre, vers la fin, parce qu'à un moment donné, l'histoire devient vraiment compliquée. Puis j'ai dit à voix haute, à un moment donné, il y a comme un reveal. Puis là, j'ai juste dit... M'en fous! C'est vraiment... c'est sorti, là. M'en fous! Mais il y a un truc intéressant que tu as dit, Max, c'est que tu as l'impression comme si Lana voulait pas donner ce que les fans attendent. J'avais jamais vu sous cet angle-là, mais ça expliquerait aussi le non-casting de Fishburne, par exemple, dans le rôle de Morpheus, où il a été recasté, ça faisait aucun sens. L'autre gars s'appelle Morpheus aussi. Oui, c'est pour ça. Et quand il est dans la matrice, c'est pas un humain, c'est un personnage digital. C'est très, très étrange. Mais c'était comme... Bref, c'est dur à regarder, je trouve. La barre était très, très haute, donc Mais, tu vois, moi, c'est une des choses que je trouve qui sépare, disons, la trilogie de Matrix versus la trilogie de Star Wars, c'est que je pense que les deux comme tels, là, moi, Matrix, je l'ai comme étant mon 5e meilleur film de science-fiction de tous les temps. On parle la crème de la crème, OK? Puis, entre le Star Wars New Hope puis The Matrix, la différence, c'est que Star Wars Empire Strikes Back est encore meilleur. Alors que Matrix 2 et 3, ça va en descendant. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi la trilogie n'a pas eu le même footprint, même si définitivement le premier film a un gros footprint. Mais peut-être c'est quelque chose aussi dans leur filmographie. Je ne sais pas si vous avez vu les séries qu'elles ont fait sur Netflix. Sense8. La première saison, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la deuxième, ça... Et puis après, elles ont dû comme wrapper up avec un film qui part un peu dans tous les sens. Mais je trouvais la première saison était pleine de promesses, de choses intéressantes qui après se sont diluées. Donc, c'est peut-être... Mais clairement, ce sont des filles d'idées, là, clairement. Des fois, peut-être l'exécution. Tu sais, c'est un perfect storm aussi de Matrix. C'est un film quasi parfait en tout point de vue. C'est un 5 étoiles. C'est un 5 étoies. Puis l'autre affaire aussi que je suis curieux qu'on n'ait pas encore assisté, c'est la récupération de Reloaded puis de Revolution, parce que, tu sais... Qu'est-ce que tu veux dire, la récupération? Alors, c'est ça. C'est que les prequels, mettons, entre nous, puis de beaucoup de gens qui ont notre âge, on les considère souvent très mauvais. Mais les millennials les ont complètement récupérés, défendus. Le discours sur le web est même toxique tellement qu'ils veulent rien concéder.
Puis en fait, aucun des deux partis veulent concéder quoi que ce soit. Nous, on pense que c'est poche, eux, ils pensent que c'est génial. Blablabla. Personne n'a voulu récupérer la suite des Matrix, right? Non. Puis je trouve ça intéressant. Puis la raison, je crois pourquoi, c'est que c'est pas que les prequels sont réellement meilleurs, puis en réalité, les suites de Matrix sont poches. C'est pas vrai. Moi, je pense en fait que les suites de Matrix sont meilleures que les prequels. Dans un niveau de pochitude, OK? Je suis pas d'accord. Mais c'est aussi qui a vu les films, qui a été impacté par ces films-là. La différence, c'est que les prequels, c'était des enfants qui ont éventuellement grandi, qui ont eu leur mot à dire. Alors que la suite des Matrix, c'était déjà des adultes, puis ils ont fait comme, ben c'est poche, puis ils sont restés sur l'opposition, tu sais. Ouais, en effet. Est-ce qu'on finirait là avec notre top 3 en première place, les prequels qu'on aimerait voir exister? Toi, Max, c'est quoi? Alors, c'est là que je vais vous expliquer, c'est là que je vais vous expliquer ma méthodologie. Quand j'ai choisi mes 3 titres, Akira, The Incredibles et le dernier dont je vais parler, la règle que je m'étais fixée, c'est qu'il fallait qu'aujourd'hui, en septembre 2025, ça soit possible de lancer le chantier de prod. Okay. Donc, le premier, c'est un film d'animation. J'ai parlé que soit on le faisait en animation ou soit on le ferait en live action, mais comme on est dans le temps, je peux bien caster qui je veux. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais des fois, souvent, les films dont on parle mériteraient un recast, puis des fois, c'est dommage. C'est ça. The Incredibles, animation encore. Et le dernier, c'est Edge of Tomorrow. L'histoire du personnage de... La fille. J'ai pas vu. On est des vieilles personnes aujourd'hui, on est désolé. Ah! T'as tout vu? Mais non, mais il y a Tom Cruise dedans. Ah, mais OK, c'est vraiment bon. C'est super bon. Attends, je peux pas flasher là-dessus. Là. Il va falloir qu'on monte la guys. Non, monte pas ça. C'est non, bon. c'est on est vraiment des vieillards dans ce podcast-là. J'ai juste la nature. Strange Days, c'était ça le nom que je cherchais tantôt. Ah, ben oui! Tu sais, quand oui, c'est super bon ce film-là. OK, yes. on fera un insert au moment où... ting, tang, ting. Yes! 40 minutes plus tard, Strange Days! Fait que, tu sais, Emily Blunt est encore juste assez jeune qu'avec un petit peu de travail en poste, je suis capable de faire le film que j'ai envie de voir aujourd'hui. Fait que, ce que je vais vous parler, c'est Edge of Tomorrow, Full Metal Bitch. How do you convince people that this is a fight that can be won? This is an alien invasion and a global war. With a new jacket technology and a limited amount of training, we've been able to create super soldiers. Look at Reed Vertasky, the Angel of Verdun. Calling her the Angel of Verdun. With the new jacket technology and limited training, Rita Vertasky was able to kill hundreds of mimics. Bloody hell, it's the Full Metal. Puis, tu sais, ce qui est cool de la façon dont le film est fait, c'est que tu suis l'histoire du personnage de Tom Cruise, right? Dans le prequels, si tu veux, en fait, il faut que tu sois concentré juste sur Rita Vertasky, le personnage de Emily Blunt, puis tu peux le faire. Comment elle a acquis cette espèce de pouvoir de reset tout le temps, puis c'est quoi son histoire à elle? Il y a quelque chose que tu peux faire complètement différent dans ce monde-là avec ce personnage-là. Puis elle est juste encore assez jeune pour être capable de le faire encore à ce jour. Cette histoire-là est tellement riche aussi qu'il pourrait avoir assurément un sequel. On en a souvent parlé, mais puis il est en développement en ce moment. Là, ça fait longtemps, là, mais il est encore en développement à ce jour. Ouais. OK. Bon, peut-être un jour, je regarderai ça. C'est mon tour, je crois. Vous savez, un de mes films préférés, c'est Le Labyrinthe de Pan de notre ami Guillermo del Toro. Que j'ai finalement vu. Très bon. Et que tu as donné un 3,5, mais ça, c'est un mais débat pour un autre jour. 3,5, je recommande. Oui, c'est vrai. Et moi, ce qui m'intéresserait de voir là, j'appellerais ça le royaume souterrain. Et c'est l'histoire de Moana, à pas confondre avec l'autre Moana. Ouais, c'était avant, qui est une princesse d'un pays. T'es pas mal. Ouais, là aussi, mais d'un pays féerique. Ah, ok. The Rock qui joue l'espèce de grosse créature dans la forêt. J'ai un autre casting pour ça. Okay. Donc ça s'appellerait le Royaume souterrain. Ce serait le départ de Moana. Comment ça l'arrivée? J'aimerais que ce soit réalisé par Robert Eggers
donc The Northman et The Witch, par exemple. Dans le rôle de la princesse Moana, Anya Taylor-Joy, parce qu'elle a un côté très féerique, je trouve. Dans le rôle du père du prince, le roi, on va dire, Javier Bardem, parce que comme ça, on garde nos racines quand même de films d'origine espagnole. Puis, pour quand même faire honneur à Guillermo, un des acteurs fétiches, j'amènerais Duke Jones, qui jouerait une créature quelconque, mais une créature, quoi, parce que c'est Duke Jones. Et voici la bande-annonce. Hace mucho, mucho tiempo, en mi reino subterráneo, donde ni existe la mentira ni el dolor, reinaba mi hija Moana. Su corazón, puro como la luz de la luna, soñaba con el mundo de arriba, con el cielo azul y el calor del sol. Le advertí que el sol borra los recuerdos, los destruye por completo. Pero la curiosidad es un veneno dulce. Moana, este otoño en las pantallas de la guerra de los podcasts. J'adore. Je me rends compte que tous mes bandes-annonces sont écrites un peu comme un film de Bergman, quoi, avec des questions existentielles. Et toi, Alex? Moi, j'avais pas le choix. On en a souvent parlé, mais quand ils ont annoncé qu'ils faisaient des prequels à Star Wars, je me suis toujours dit que j'avais hâte de voir quand Darth Vader il a traqué les Jedi puis il les a tués un à un, comme Obi-Wan nous le raconte dans A New Hope. Puis finalement, les prequels, c'était pas ça. Il devient Darth Vader à la fin du 3e film, fait qu'on n'a jamais la chance, ou presque jamais la chance de le voir en armure de Darth Vader détruire les Jedi. Ensuite de ça, quand il a annoncé la série Obi-Wan, on s'est dit, this is it, ça va être là, c'était pas là. Encore fait la job par quelqu'un d'autre. Exact. Fait que là, je me suis dit, on va le faire nous-mêmes. Fait que voici la bande-annonce. For over 1,000 generations, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the Old Republic. Before the Dark Times. Before the Empire. A young Jedi named Darth Vader helped the Empire hunt down and destroy the Jedi Knights. One by one, he killed my partners, my mentors, my friends, until there was none left. And then he came for me. The Jedi Hunt. Coming soon in a fantasy world by La Guerre de Podcast. Ça a l'air bon, non? Ça me donne envie de monter ça en vidéo. C'est ça que j'allais dire. J'ai mis la musique de la scène du corridor dans Rogue One à la fin. Ah, c'est bon. Non, c'est vraiment bon. Est-ce qu'avec tout ça, nos spectateurs, auditeurs, auditrices auraient des questions? Je sais pas. Il faut aller voir dans la boîte à questions. Bonjour, je m'appelle Laurent Bernier, j'ai 12 ans. Aujourd'hui, c'est pas une question, c'est un commentaire. J'ai regardé le début de Matrix 2 récemment avec mon père. J'avais vu le premier, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Mais là, le deuxième, ça a commencé un peu mal. C'est un peu n'importe quoi. C'est quoi le début? Mais c'est juste pendant genre 30 minutes, c'est juste des gens qui dansent sur la musique techno. C'est borderline quoi? Je trouvais ça un peu sexy. Non, j'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que t'as pensé du reste du film? On a arrêté... Pourquoi t'aimais pas ça? C'est à cause qu'ils sont allés dans la Matrix une seule fois. C'était même plus de Matrix, c'était juste un rave. OK. Je pense qu'il n'a pas aimé ça. Mais oui, Laurent, une orgie. Ça s'appelle une orgie. C'est bon. Ça. Tu demanderas à ton papa de t'expliquer exactement. Ou pas. Jouez prudemment. Ouais. Deuxième question, y en a-tu d'autres? Bonjour, je m'appelle Sacha Bernier, j'ai 15 ans. J'ai entendu parler que vous faisiez un épisode sur Matrix. Moi, j'ai une question pour vous. Vous êtes toutes pères. Puis, d'après vous, c'est à quel âge que le bon âge à montrer ce film-là à vos gars ou à vos filles? J'en avais un peu parlé dans l'épisode d'Akira, mais je pense que la 2e année puis la maternelle, c'est pas le meilleur choix. Il y a des scènes, c'est dark quand même, là. Comme quoi? Quand il se fait mettre une bébé dans le corps, des trucs comme ça. Quand il perd sa bouche? Ouais, puis quand il se réveille puis il est chauve. Puis... T'as trouvé ça rare? Ouais. Bon.
T'es pissou? Non, c'est Ok, toi, t'as été traumatisé par Jabba the Hutt. là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, son père s'est fait casser, là. Ouais. Moi, je ne rappelle plus quand ils l'ont vu. Je ne sais même pas s'ils l'ont... On l'a pas vu. 2-3 ans. Quand il y avait 2-3 ans, Ah ouais? probablement, toi, tes enfants. Non. Non, je suis même pas sûr qu'on l'a vu en famille, celui-là. Donc, je ne me rappelle pas. On arrive bientôt à la fin. Comme d'habitude, on a des recommandations rapides, mais efficaces. Oui, Alex? moi, je suis en train de lire le livre Project Hail Mary, un roman de science-fiction écrit par Andy Weir, celui qui a écrit The Martian. Je suis rendu presque à la moitié. C'était mon livre de vacances, puis j'aime beaucoup ça. Moi, je lis très lentement, il faut comprendre. C'était mon livre de vacances, je suis rendu à la moitié. Ou alors, tu as des vacances très courtes. Non, il était assez long. L'histoire d'une mission sacrifice pour sauver l'humanité alors que le soleil s'éteint peu à peu. Bientôt à l'écran, réalisé par Lloyd and Miller avec Ryan Gosling dans le rôle principal. Quelque chose me dit que ça va être bon. Puis donc, c'est Project Hail Mary, puis c'est une recommandation de notre ami Nico Monette. Fait que je vous encourage à aller lire ça. C'est dans ma liste. C'est vraiment drôle que tu aies plugué cette affaire-là. OK. Alors, moi, ma recommandation, tu vas voir pourquoi. Donc, ma recommandation, c'est un épisode de podcast qui s'appelle The Tarantino Interview, qui vient d'un podcast The Church of Tarantino, qui était une recommandation de Nicolas Monette. Et pour ceux à qui s'intéressent, qui étaient déjà invités à ce show-là, quand on a parlé de Raiders of the Lost Ark, fait que n'hésitez pas à revisiter l'épisode précédent pour avoir plus d'informations sur Nicolas Monette. Donc, The Tarantino Interview, ce qui est vraiment fascinant avec ça, c'est un bon 2 heures. Puis, ce que je trouve cool, c'est que The Church of Tarantino, c'est un podcast d'un gars qui a notre âge, qui a consacré une bonne partie de sa vie parascolaire à Tarantino. Puis, ça fait longtemps que son show roule. Puis, il deep dive vraiment gros dans le lore de Tarantino, puis ses films. Et à un moment donné, Tarantino il est tombé sur le podcast, il a commencé à l'écouter. Personne ne lui a dit hey, écoute ça. Il est tombé dessus, puis il a commencé à l'écouter. Puis il a vraiment aimé le podcast. Puis à un moment donné, c'est lui qui a offert de venir sur le show. Enfin, Imagine ce courriel-là. Juste, je trouve ça trippant. Mais ce qui fait vraiment en sorte que c'est hyper fascinant, c'est que tu as un expert de Tarantino qui interviewe Tarantino puis qui lui pose toutes les questions qu'il a toujours voulu lui poser. Fait que les questions, c'est pas comme des entrevues que tu vois souvent, là. C'est même pas Marc Maron, là. Ça, c'est deep cut. Il sait ce qu'il demande, puis il va avoir des confirmations, et c'est écœurant. C'est pas complaisant, c'est pas gossant, il est pas trop à ses pieds. Il pose vraiment des bonnes questions. Puis il l'a critiqué manifestement à travers son podcast. Ouais. C'est genre, souvent, supposément qu'il aurait dit que Tarantino était un peu funny looking, puis Tarantino, il revient là-dessus. Il dit, quand même, non, d'un gars qui est pas super beau. Le gars, il dit, I have a face for radio. Mais ce que j'ai appris sur Tarantino dans ce podcast-là, c'est pas une mine d'or, c'est une caverne d'Alibaba d'informations. Vraiment. OK. Moi, je vais vous recommander une série qui... n'est pas recommandée par Nick Monette. Qui n'est pas recommandée par Nick Monette, c'est vrai. Je ne sais pas si Nick Monette l'a vu, mais comme, je ne sais pas, il nous dira. C'est une série qui a peut-être un peu mal commencé, mais qui est à sa 3e saison, qui se termine là, au moment où on vous parle. La semaine prochaine, c'est le dernier épisode de la saison 3. Et c'est sur Apple TV, et c'est Foundation. Donc, Foundation... qui reprend, inspiré, on va dire, parce que ça dévie pas mal vite des romans d'Isaac Asimov, mais c'est très, très beau. C'est vraiment très bien filmé, des effets spéciaux. Il y a du cash. Il y a une DA incroyable. Il y a un jeu d'acteur que j'aime beaucoup. Et l'histoire devient vraiment intéressante. Il y a des questions existentielles, il y a des intrigues. Ça marche vraiment bien. J'ai vraiment du plaisir à regarder ça de semaine en semaine. Puis c'est comme un peu comme sur HBO ou sur Apple. C'est des épisodes à la semaine qui installent un rythme quand même d'attente que j'aime bien. Donc, voilà, donnez-lui une chance. Si vous avez été un peu refroidi au début, ça prend un bel élan. C'est pas le premier à me dire ça sur cette série-là. Comme au début, les critiques étaient semi, mais là, je pense que ça pick up. Ça pick up. Vraiment, c'est très agréable à regarder. Donc, sur ça, messieurs,
on finit notre épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On va faire un peu de housekeeping. Max encore, c'est lunettes fumées. Oui, je savais que ça s'en venait, ça. Ouais, on va faire un peu de housekeeping. Vous pouvez nous écrire pour poser des questions, nous envoyer des audios. Je pense à toi, Loulou, qui est en France, donc j'ai pas de nouvelles. Ça serait bien d'écrire. C'est à spoilers avec un S @laguerredepodcasts.com. Des podcasts avec un S à la fin? Non, des podcasts. On a un S à la fin? Oh, oui. Oui. Tu me mets le doute, Alex. .com, donc si vous écrivez là. Sinon, directement sur notre Instagram, commentaires sur notre YouTube. Suggestions de top 3. Ou suggestions de top 3, etc. Méchanceté à mon égard. Méchanceté, une idée pour Bully, Max, on prend parce qu'au bout de... On est toujours preneur. On est toujours preneur, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. On nous écoute de partout dans le monde, donc ça fait plaisir aussi. Voilà, quoi. Donc, comme toujours, ce fut un plaisir. Le mois prochain... Ça va être le mois d'octobre. Spooky Month. Et je crois qu'on va parler de choses que tu aimes bien, de films d'horreur. Yes. Donc, à partir de là, bonne continuation du mois de septembre et à tout bientôt. Merci, monsieur. Bonne rentrée.